Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de 15h à 16h30 sur notre antenne. Aujourd'hui, mon invité est un cinéaste dont on n'oublie pas le nom, comme lui d'ailleurs, Radu Mihailanu, réalisateur et scénariste de nombreux films comme Va, vie et devient, La source des femmes, Le concert ou encore L'histoire de l'amour. Une question aujourd'hui, comment ce jeune immigré roumain est devenu l'un des plus grands cinéastes en France? Nous passerons en revue ses œuvres qui ont un facteur commun, la volonté de dénoncer les inégalités. Installez-vous, on part au cinéma en direct aujourd'hui sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Radu Mihailanu. Bonjour. Je vois votre sourire. Alors vous êtes cinéaste, au compteur, vous avez réalisé des films magnifiques et scénarisé plusieurs films célèbres comme Va, vie et devient, Le concert, La source des femmes ou encore L'histoire de l'amour. Votre expression fétiche, c'est « La vie aime ceux qui aiment la vie ». Cela vous ressemble bien, même s'il semblerait que vous soyez un solitaire qui pense le quotidien de façon très intérieure. Paraît-il, vous êtes passionné par les autres. C'est sans doute ça qui vous a amené à faire du cinéma, mais tout d'abord une question d'identité. D'où vient ce nom que si peu de Français arrivent à prononcer, Mihailanu? Vous faites bien la transition parce qu'en fait, la vie aime ceux qui aiment la vie était le motto de mon père et pas le mien, que j'ai repris. Et donc, c'est mon père qui a dû changer de nom pendant la guerre. Il s'appelait Mordechai Buchmann. Et la guerre est arrivée, il a été arrêté, déporté. Il s'est évadé du camp. C'était heureusement un camp de travail en Roumanie et pas un camp d'extermination. Il s'est évadé et lui-même a changé sa carte d'identité. Il a effacé Buchmann et Mordechai et il a mis Ion, qui veut dire Jean, Mihailanu, un nom très 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 roumain qui le protégeait, qui l'a aidé à survivre. Et après la guerre, comme vous le savez, il y a eu un régime communiste, stalinien au début. Donc c'était pas le moment de reprendre son identité juive apparente. Donc il est resté Mihailanu, mais à l'intérieur, il était toujours Buchmann. Alors justement, on va parler de votre histoire, parce que cela en fait partie. On va voir à quel point l'histoire de votre papa vous a influencé. Vous êtes né à Bucarest, en Roumanie, en 1958. Vous avez fui le pays à 22 ans. Je ne sais pas si on peut dire fuir, vous nous direz. Si. En disant que vous partiez du pays pour aller voir votre famille en Israël, puisque voilà, vous n'aviez pas de visa pour la France. C'était là où vous aviez envie d'aller, du temps donc de ce régime totalitaire de Nicolae Ceausescu, si c'est bien comme ça qu'on dit, Ceausescu, en 1980. Et comme vous étiez juif, vous pouviez partir en Israël grâce à votre identité juive. À ce moment-là, vous ne dites pas la vérité à vos parents? Ah si, à mes parents, si, toute la famille le savait, mes parents et mon frère aussi. Et même la seule autre de la famille, mon amoureuse de l'époque, tous les autres non. Donc après, j'ai pas demandé de visa pour la France, parce que demander déjà un visa pour la France, c'était se dénoncer, voilà. Soit aller directement en prison. Faut situer les choses à l'époque. La Roumanie avait un accord avec Israël et les États-Unis, c'est-à-dire il y avait un quota de juifs roumains qui pouvaient aller tous les ans visiter Israël ou émigrer en Israël en échange de ce qu'on appelait la clause la plus favorisée de la part des Américains, et beaucoup d'argent aussi de la part du Joint, qui était une association qui existe toujours, qui aide les Juifs de par le monde. Donc j'ai profité de ça et j'ai demandé à visiter, non pas à émigrer en Israël, parce que pour visiter, on devait attendre 6 mois le visa. Pour émigrer, il fallait attendre 2 ans. Donc moi, j'étais pressé de faire des études à Paris. Et comme je savais que j'étais reçu par un code un peu complexe qui arrivait en Israël et qu'on me téléphonait sous un code en Roumanie, il était urgent de partir. Donc j'ai menti, j'ai dit que je partais visiter mon grand-père qui habitait à Bnei Brak, à côté de Tel Aviv. Je suis parti, mais je savais que je devais arriver à Paris. Donc ça a fait beaucoup d'aventures. Alors on va parler de Paris, mais juste avant, lors de cette, entre guillemets, traversée, une anecdote assez marrante, une valise, un réveil? Non, une pendule, un réveil. Il y avait ma tante qui était venue l'été d'avant, donc moi je suis parti au mois de novembre. Une tante qui était venue en Roumanie l'été d'avant, et elle avait acheté dans un antiquariat une pendule. Elle m'avait demandé de l'amener, la pendule. Elle faisait 1 mètre et quelques de haut. Donc j'avais un gros paquet sous le bras.
Et une autre anecdote, comme j'allais en Israël où il faisait chaud, mais je savais que je devais aller à Paris où il y avait l'hiver et que je ne pouvais pas mettre dans la valise des chemises en laine, des pulls, etc. Et comme les valises étaient contrôlées, j'ai tout mis sur moi. Donc j'étais un bibendum, j'étais un peu gros et je suais de partout. Et j'avais en plus cette pendule à la main. Donc j'arrive à Lod, à l'aéroport à Tel Aviv, je descends, il faisait une chaleur d'enfer, je sue comme un malade, j'ai une gueule de métèque, donc le Mossad tout de suite m'embarque en bas des marches, à l'époque on descendait des marches sur le tarmac, m'embarque et me met dans une camionnette blindée de l'intérieur, pensant que j'avais sous le bras une bombe qui faisait tic-tac, tic-tac. Donc dans la camionnette, comme elle est blindée, il n'y a pas de fenêtre, il n'y avait pas d'air conditionné, je sue encore plus, il faisait encore plus chaud. Ah bah oui. Donc ils ouvrent avec tous les appareils, étant prudents pour que ça explose pas en ouvrant. Et moi, je commence à enlever devant eux des fringues. Ils me disent, mais t'es complètement dingue. Qu'est-ce que tu fais avec autant de chemises sur toi, à te balader avec une pendule sous le bras? Donc C'est voilà. c'est assez iconique quand même comme expérience. Et donc vous arrivez en Israël avec la ferme intention d'arriver en France et d'intégrer une école française, l'IDEC, qui a été rebaptisée depuis la FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Et donc c'est une école qui change votre vie. Ah oui, oui, encore une fois, moi je voulais faire du théâtre et j'avais jamais songé faire du cinéma, mais comme il n'y avait pas d'école de mise en scène de théâtre à l'époque à Paris, j'ai opté pour le cinéma n'ayant jamais pris une photo de ma vie auparavant. Et là, ça change ma vie parce que je découvre effectivement le langage du cinéma, je découvre le gros plan. Au théâtre, je n'avais que le plan large. Et bien sûr, j'aimais les films, mais j'avais tout à voir. Mais ces études, ces 3 ans d'études à l'IDEC et surtout beaucoup de films visionnés, quand je pouvais, j'allais 2-3 fois par jour. C'était pour moi le plus grand moment de liberté et de création où voilà, je sortais d'un pays dictatorial et tout d'un coup, j'avais le droit de penser ce que je voulais et d'exprimer ce que je voulais à travers l'image et à travers l'écriture, puisque déjà j'aimais beaucoup écrire. Et donc c'est de là qu'après donc ces études, vous exercez le métier d'assistant réalisateur et vous démarrez donc votre carrière avec Trahir, votre premier long métrage en 1993 en tant que réalisateur, où vous justement coécrivez un scénario à des allures d'introspection. Ah oui, oui, c'est largement inspiré de la vie de mon père et d'un de ses meilleurs amis qui était le plus grand, peut-être un des plus grands poètes de l'époque, qui s'appelait Yon Karayon et qui avait fait 12 ans de prison sous le régime communiste. Et ça vous a inspiré aussi parce que il me semble savoir que vous êtes un petit peu poète aussi. Vous avez écrit un recueil. Je suis mauvais poète, je le dis. Une vague en mal de mer, c'est ce que vous avez écrit. Exactement, exactement. Mais ce qui est drôle, c'est que ce poète, donc qui était un très bon ami de la famille, m'a sauvé la vie, disons, de l'écriture, parce que j'écrivais des poèmes boutonneux comme tout adolescent qui n'était pas aimé par les filles à l'âge de 11, 12, 13 ans. Et une fois, j'ai osé lui faire lire mes poèmes et il m'a dit une chose merveilleuse. Il m'a dit, c'est très mauvais, mais n'arrête jamais d'écrire. Donc, je ne me suis pas démoralisé parce que j'ai entendu beaucoup plus N'arrête jamais, qui était effectivement une impulsion, me disant un jour tu écriras bien, peut-être pas des poèmes, mais ça m'a donné le goût de l'écriture. Et même, je vous avoue que je collectionne des stylos plumes. J'adore écrire et j'adore même le bruit de la plume sur le papier. Et ça se perd. C'est grâce à ce monsieur. Ça se perd de plus en plus, l'écriture avec le stylo, avec la plume. Bah, chacun fait comme il peut. Moi, j'ai besoin de ce lien, si je peux dire, même s'il est fantasmé, entre mon cerveau, mon bras et le papier. Et donc, c'est ce qui vous permet d'écrire votre deuxième long métrage, l'excellent film Train de vie, qui est sans doute, il semblerait, celui qui vous ressemble le plus, d'après quelqu'un que vous connaissez bien. Il est absolument à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec Lionel Abelansky en acteur principal, dont le nom... Il y a même Gad qui fait une toute petite apparition, qui était au tout début de sa carrière. Et je crois que vous avez lancé pas mal de gens. On va y revenir de toute façon dans cette émission. On est vraiment sur de l'absurde où vous racontez la Shoah avec du second degré dans la gravité. Comment raconter l'histoire de ce film incroyable? On va quand même écouter la bande-annonce parce qu'elle vaut le coup et on en discute ensemble. Déporte nous-mêmes. Il n'y a pas pire comme bêtise. Qu'il nous déporte, d'accord, mais qu'il se fatigue. La seule chose que je vous demande pour parler parfaitement allemand,
et les perdre complètement l'accent de Didi, c'est enlever l'humour. Ce n'est pas allemand qui veut, c'est allemand celui qui le mérite, celui qui a fait des efforts pour le devenir. Mais être rabbin, mais la place était prise. Comme il manquait un fou, je me suis dit soit le fou, sinon c'est eux qui vont le devenir. Je ne sais pas si les Allemands de confession israélite doivent être considérés comme des nazis ou comme des juifs. Génial, quelle idée. Celle-là, c'en est une. Chambre, tu finiras riche. Comment tu t'appelles? Rothschild. Retenez ce nom. Rothschild, retenez ce nom. C'est quand même assez magique parce qu'en effet, ce nom, on l'a bien retenu depuis. C'est sorti en 1998. Est-ce que c'est un film qui vous ressemble, Radu Mihailianu? Ah oui, je pense. Il me ressemble parce qu'il y a tous les ingrédients. La tragédie d'abord, puisque ça nous habite tous les Juifs d'abord. Et aussi l'histoire de ma famille. On a parlé de mon père qui a été déporté, un oncle qui est mort dans un pogrom, etc., etc. Donc la tragédie, et sachant que chez nous, la comédie, il y a toujours un fond de tragédie dedans. Ensuite, la comédie, l'absurde, le chaos. Je suis juif, mais balkanique aussi. Donc tout cet univers-là, un tout petit peu absurde et qui part dans tous les sens avec un feu d'artifice de tout, j'espère de larmes, de rire, c'est tout à fait ce que je suis et c'est mon identité. Justement, vous parliez de pogrom. Est-ce que vous parlez du pogrom de Iași? Oui, tout à fait, oui. C'est quelque chose qui vous intéresse en ce moment, il me semble. J'ai eu, disons, la chance d'aller encore en Roumanie il y a 2 semaines à peine. Et j'ai profité, puisqu'il y avait un festival où il m'avait demandé d'être président du jury tout au nord de la Moldavie, côté roumain. Et j'ai profité de l'occasion pour aller visiter le shtetl de mon père, qui est à côté de la ville de Iași, où il est né. J'étais au cimetière et j'ai découvert, parce qu'il en reste une tombe de la famille au nom de Buchmann, qui en fait est la tombe de mon arrière-grand-mère et grand-père. Ils sont tous les deux enterrés dans la même tombe. Et des deux côtés de la pierre tombale sont inscrits leurs noms. Et le cimetière est terrible parce qu'il y a aussi 1200 juifs enterrés dans des fosses communes. Puis, à cause de ce pogrom, Podouillois, c'est le nom du shtetl, on a déchargé un des trains de la mort. Donc, effectivement, un train de vie, c'était une réponse à ces 2 trains de la mort. Et aussi, pendant le pogrom de Iași, cette ville, la capitale de la Moldavie, sont morts en tout 13 000 juifs, à peu près 13 000 et quelques, dont le frère de ma mère, que j'ai jamais connu, mais dont un personnage. En fait, tous les personnages de train de vie ont des prénoms de ma famille. Et cet oncle qui est mort s'appelait Yossi, qui est le nom du communiste. Vous parliez de voyage, Radu Mihailianu, justement, je sais que vous voyagez beaucoup. Est-ce que c'est pour trouver l'inspiration à chaque fois? Oui et non, c'est pas autant calculé. J'adore voyager. C'est pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on m'a trop longtemps enfermé. Jusqu'à 22 ans, on n'avait pas le droit de voyager. On était enfermé en Roumanie. Et 2, je trouve que c'est la plus belle aventure de notre vie, c'est de voyager à travers la culture, les identités des autres et de rencontrer les autres. Les autres avec un grand A. Et le plus d'autres possible pour s'enrichir soi et pour s'émerveiller tous les jours. Donc comme j'adore l'imprévu, j'adore le merveilleux, j'adore être surpris, le voyage c'est un cadeau par rapport à ça. Vous dites dans tous mes films ça grouille de personnages, ça grouille d'humanité. Alors il paraît justement que lorsqu'un thème vous intéresse, vous avez une manière de travailler digne d'un journaliste enquêteur, sans doute encore une fois l'influence de votre père. Ah oui, mon père était journaliste. Et il m'a insufflé ça. Après, j'avoue que j'en profite tant que j'aurai l'argent pour faire ça. Comme j'adore voyager, comme effectivement, je suis très soucieux de ne pas être dans le faux, même si après, je laisse la fiction s'exprimer. C'est pas des documentaires non plus ce que je fais, mais j'aime bien coller au plus près de la réalité. Et faire ce travail, oui, de journaliste, couper le fil en 15, en 16, en 100. Et par exemple, le plus long travail journalistique qui m'a été demandé, c'était sur Va-Vie de Viens, parce que toute l'opération Moïse et tout ce qui s'est passé autour était très complexe, avec des multiples vérités. Chacun avait sa vérité, souvent contradictoire, donc j'ai mis 5 ans pour trouver à peu près
la vérité historique en croisant beaucoup d'informations, de documents, et j'ai fait même un documentaire à la suite de ça. Et oui, vous achetez plein de livres, vous laissez reposer, quand ça vous inspire, c'est parti, quand il y a de la matière, vous créez d'autres choses, vous vous renseignez beaucoup en amont sur l'histoire, vous le pensez, vous faites même des interviews, vous allez filmer les gens, vous notez les histoires et vous allez encore plus loin en allant sur des sujets même encore plus larges, et puis après c'est votre création pure, comme après donc cette rencontre avec des immigrés éthiopiens en Israël, ce qui a fait Va vie et devient un vrai travail d'enquête pour raconter une histoire que vous aboutissez en 2005. Vous recevez le César du scénario du meilleur scénario original avec des acteurs incroyables. La sublime Yael Abekassis qu'on a vu il n'y a pas longtemps récemment au Festival israélien de Paris, Moshe Agazai, Roche Dizem. Vous mettez en lumière dans ce film les oubliés. Vous les appelez comme ça, les falachas, juifs éthiopiens condamnés par la famine près de Kundar, c'est bien ça Gondar, avec G. Gondar, qui rêvaient de rentrer en Terre Sainte à Jérusalem, chez eux. Et donc, vous parlez de cette opération de rapatriement. Je vais vous laisser nous raconter quand même, parce que moi, je parle, mais il n'y a pas mieux que vous pour nous raconter ce film. Mais on va juste regarder la bande-annonce, ou plutôt l'écouter sur Radio J. 1984. Une terrible sécheresse frappe l'Afrique. Des Juifs éthiopiens sont sauvés et emmenés en Israël. Un enfant juif de 9 ans meurt le jour de son départ. Une mère éthiopienne chrétienne pousse son fils à prendre la place de l'enfant mort, à se déclarer juif afin qu'il survive. Hitch. ህይወትህን ጠብቅ ትልቅ ሰው ሁን Alors à Radio J, on a tous revu ce film hier, ce film incroyable, Va vie et devient, pour se réimprégner de cet univers. C'est presque un devoir civique de voir ce film qui non seulement est une réparation de l'histoire, une reconnaissance, et puis pour faire un petit peu plus drôle, c'est aussi sans doute un exemple de ce que toutes les mères juives devraient dire à leur fils. Vous ne croyez pas? Va vie et devient. Bien sûr. Je suis encore étonné, vous dites ça, il y a beaucoup d'enfants qui viennent me voir, de 10, 11 ans, qui me disent « Ah, bravo pour Va vie et devient ». Et je leur dis « Mais pourquoi tu as vu ça? Tu n'étais pas né quand je l'ai fait ». Et ils me disent « Non, mais nos parents nous le mettent souvent ». Donc, je suis ravi que c'est un film héritage, si je peux dire, qui se transmet de génération en génération. Et ce qui est beau aussi à sa sortie, donc il a fait beaucoup d'entrées en salle, mais il a fait le double de si je peux dire, d'entrées ou de ventes en DVD. Il s'est beaucoup offert. Et j'étais ravi que ça ait été offert dans les deux sens, c'est-à-dire des mères l'ont offert à des enfants et des enfants l'ont offert à leur mère. Et même le président de la République de l'époque, Chirac, l'avait offert le soir du CRIF à tous les invités qui étaient les invités au dîner. Donc c'est un film miracle. Il m'appartient, il m'appartient pas. Il y a, comment dire, souvent aussi de l'irrationnel, c'est-à-dire il y a des choses qui ont surgi dedans qui ne m'appartiennent pas tout à fait, qui viennent de contes d'Éthiopiens, des choses qui m'ont raconté, le Mossad, les services sociaux, plein de gens merveilleux qui ont aidé à la sauvegarde de ces gens-là. Donc à la fin, voilà, le miracle a surgi à travers ce film, mais tout n'est pas dû à moi. Bon, quand même un petit peu à vous, il faut dire les choses comme elles sont. Vous retracez une histoire. J'ai aidé. Vous avez beaucoup aidé, il faut le dire, Radou. Je sais que vous avez une grande humilité, mais ce film, il est incroyable. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que vos œuvres, de manière générale, relate beaucoup l'exil, l'immigration, votre histoire finalement, et dans d'autres films, notamment La source des femmes, votre inspiration règle encore et toujours la volonté de sortir d'une misère, d'une condition, d'un régime. C'est un film, voilà, pour parler de La source des femmes qui est assez beau. Vous mettez en lumière ces femmes et notamment ces actrices qui sont devenues très connues depuis. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce film-là ?
Donc, ce que vous avez dit, ce qui est vrai, et certainement, c'est quelque chose, je me raconte en me cachant derrière les histoires des autres, c'est se remettre debout. Moi, je crois beaucoup à la dignité humaine et je crois qu'on ne peut pas enlever la dignité aux êtres humains. Lorsqu'on l'enlève, on les humilie et là, les conflits commencent. Donc, dans tous mes films, dont La Source des femmes, et effectivement, en 2006, quand on a commencé à l'écrire, et bon, on l'a fini donc en 2011, quand ont explosé toutes les révolutions dans les pays arabes, mais on avait déjà compris que là, le changement viendra par les femmes. C'est ça. Est-ce que c'est pas un film un peu précurseur, un peu du néo-féminisme? Je ne sais pas si on peut dire ça. Surtout pas néo-féminisme, parce que je l'aime pas, le néo-féminisme. J'aime le féminisme, c'est-à-dire le vrai amour des femmes. Et l'amour des femmes qui passe pas forcément par une guerre entre femmes et hommes. Tout à fait. Passe par une guerre contre la domination de qui que ce soit, contre l'humiliation et pour le droit de tous les humains et surtout des femmes. Moi, je crois que la sauvegarde, ce que La Source des femmes raconte, et Vavier devient aussi, c'est que la sauvegarde de ce monde, et Vavier devient l'enfant, c'est peut-être le monde, Shlomo, c'est peut-être notre monde à lui, il va être sauvé par des mères. Je crois que nous les hommes, on est allé un peu trop loin dans la barbarie, l'inhumanité. Et La Source des femmes racontait ça aussi, racontait à travers une anecdote qui était un fait divers, l'histoire de l'eau, que les femmes ne voulaient plus aller chercher l'eau et qu'elles font la grève de l'amour. Donc la grève de la procréation, c'est-à-dire la vie s'arrête. Oui. Si on ne donne pas des droits aux femmes et à tout être humain, il faut qu'on ait ça dans l'esprit, la vie s'arrête. La grève de l'amour et après l'histoire de l'amour en 2017, un film très touchant. Il y a le concert. Bien sûr, le concert avec le Bolchoï. C'est des films qui vous ont été inspirés par des rencontres? Certains, oui. D'autres... le concert, oui, c'est pareil. C'est inspiré d'un fait divers. D'autres, non. Et après, l'histoire de l'amour, c'est un livre. C'est un formidable livre. Donc, que vous avez c'est l'adaptation d'un livre. Avec toujours un peu de vous. Avec toujours un peu de moi, un peu de mon père. Le personnage principal, j'ai 90% copié sur mon père. Comment il s'habillait, comment il dansait, comment il disait des blagues, comment il était tragicomique en même temps. Donc c'est très très inspiré de lui à nouveau. Oui. Vous dites que le cinéma, c'est de la chirurgie. Moi, j'ai envie de chirurgie en ce moment avec vous, Rado Mihailianu. Vous manquez. Je vais saigner. Mais non, mais vous manquez cruellement au cinéma français. Et ça, c'est cruel et ça fait saigner. Est-ce que, voilà, vous êtes dans votre laboratoire, vous m'avez dit en ce moment. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à un prochain film ? On peut s'attendre, espérons, parce que quand on est en laboratoire, on ne sait jamais si on en sort ou comment on en sort. C'est pour ça que c'est un monde merveilleux, mais à la fois rempli de doutes. Mais il y en aura toujours. Il y a du film et il y a aussi des séries sur lesquelles je travaille. Mais voilà, j'adore ces moments-là où je me retire et où je suis avec moi-même. Et cette période de la pandémie a été, si je peux dire, paradoxalement très propice à réfléchir, à comprendre le monde, à comprendre l'humanité à nouveau, à comprendre nos gestes et peut-être sortir avec quelque chose de là, à nouveau avec amour et colère. Alors justement, quels sont les sujets qui vous inspirent ? Parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Il y a des pensées extrêmes. Je sais que c'est une des choses que vous détestez, voire une angoisse. Quels sont les sujets qui vous donnent envie d'écrire ? On vient d'entendre là dans le journal de Steve Nadjar cette histoire incroyable avec cette jeune femme, Cassandre Fristo, qui a brandi une pancarte antisémite à Metz en toute impunité, disons-le, lors d'une manifestation anti-vax. Il y a tellement de sujets comme ça qui, j'imagine, vous inspirent. Il y a beaucoup, toujours l'injustice, effectivement, et si je peux dire, l'itinéraire du monde, en tout cas de notre civilisation, pas de la planète. La planète, elle ne va pas s'éteindre. Mais je trouve que notre civilisation va très mal. Donc il y a de quoi être d'une part pessimiste et de l'autre côté, faire tout. Je viens d'être grand-père depuis 2 mois, donc faire tout pour que les générations qui suivent
n'essuie pas les plâtres de ce que nous, on a créé. Donc, il y a encore l'espoir de changer des choses. Bien sûr, l'écologie, c'est un grand sujet, mais pas uniquement. Il y a une civilisation qui part à la dérive. Il y a plein de valeurs dont j'ai l'impression qu'elles risquent de se perdre, du respect des uns envers les autres. La culture, c'est une grande question en ce moment. Je milite beaucoup là-dessus. Parce que tout devient commerce, tout devient marché, et ça, pas depuis hier. Et que l'esprit, le respect, l'émerveillement, la découverte de l'autre, donc le respect de l'autre, on le voit bien à travers la politique. Et on va vivre une campagne électorale, je crains, très, très sale, très au ras des pâquerettes, sans beaucoup de candidats qui s'élèvent au-dessus et qui soient d'une manière un peu plus spirituelle et plus proche des besoins des gens. J'ai peur qu'on ira très bas et que ça, il faut le combattre de toute façon. Et pour parler même de Zemmour et de Marine Le Pen, que j'ai combattu toujours, ces gens-là ne savent pas ce que c'est une dictature, ne savent pas qu'il ne faut pas s'enfoncer là-dedans, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, on a du mal à en sortir. Radu Mihailianu, déjà une demi-heure ensemble, le temps passe trop vite, mais on continue à parler avec vous et de vous dans cette émission. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent aussi le faire en direct. Pour cela, il suffit de nous écrire sur le compte Instagram de Radio J. Dans un instant plus léger, le temps de souffler avec nos chroniqueurs Christophe Barbier, Nélou Cohn, Rudy Doucan pour parler théâtre, émotion et gastronomie. Restez avec nous sur Radio J.